Je suis rentré chez moi après mon opération et j'ai trouvé le silence et ma femme mourante, seule. Pendant ce temps, notre fils en vacances en Espagne publiait « Enfin, je mérite une semaine sans mes vieux pathétiques ». J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. La trahison a rencontré la justice. 15 minutes plus tard. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. La clé s'est coincée dans la serrure. Mon genou me lançait là où ils avaient coupé le muscle et l'os il y a 3 jours. Et le simple fait de tourner le métal dans une fente demandait plus d'effort que cela n'aurait dû. La porte a finalement cédé, s'ouvrant sur l'obscurité. Pas de lumière, pas de murmure de télévision, juste ce genre de silence qui vous donne la chair de poule. J'ai franchi le seuil, marquant une pause pour que mes yeux s'habituent. Quelque chose n'allait pas, d'une manière que je ne pouvais pas encore nommer. Hélène ? Ma voix semblait trop forte dans le calme. Chester. Rien. J'ai traversé le salon, une main traînant le long du mur pour garder l'équilibre, ma canne tapant contre le parquet que j'avais installé il y a 30 ans. L'architecte en moi remarquait les détails sans même essayer. Les rideaux tirés à 14 heures. Le courrier empilé sur la table, une légère odeur de renfermé dans l'air. Hélène, ma chérie, je suis rentré. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée et c'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Une odeur de sueur rance et autre chose. Quelque chose d'humain et d'anormal. Elle était allongée dans notre lit, les draps enroulés autour de ses jambes, la tête tournée vers la fenêtre où la lumière de l'après-midi tentait de percer les lourds rideaux. Ses lèvres semblaient sèches et craquelées. La carafe d'eau sur la table de chevet était complètement sèche, renversée sur le côté. Hélène. Ses yeux se sont ouverts lentement, comme si cela lui coûtait un effort. Une lueur de reconnaissance a brillé, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement mêlé de honte. Simon. Le mot est sorti à peine plus fort qu'un souffle. Tu es de retour. J'ai traversé la pièce, oubliant mon genou, oubliant tout sauf son apparence. Diminué, fragile, anormal. Ma femme depuis 42 ans, réduite à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Chester? 3 jours, a-t-elle murmuré. Il avait promis de revenir. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. J'ai rapproché la chaise, je me suis assis prudemment et je lui ai pris la main. Elle était comme du papier, sèche et délicate. Quand est-il parti, Hélène? Mardi. Je crois que c'était mardi. Ses yeux ont cherché les miens, cherchant quelque chose que je n'étais pas encore prêt à donner. Il a dit juste 2 jours. Un petit voyage rapide. Il devait s'évader un peu. Il l'avait bien mérité, disait-il. Mardi. J'étais entré en chirurgie le mercredi matin. Aujourd'hui, nous étions vendredi. Le calcul s'est fait dans ma tête avec une précision d'architecte. T'a-t-il laissé de l'eau? Il a apporté la carafe, il l'a remplie. Je me souviens de ça. Elle a dégluti avec un effort visible. Je ne pouvais pas. Le fauteuil roulant est dans le coin. Je ne pouvais pas l'atteindre. J'ai regardé. Le fauteuil roulant était contre le mur du fond, incroyablement loin du lit. Chester savait que sa mère ne pouvait pas marcher sans aide. Il l'avait placée là quand même. J'appelle les secours, ai-je dit en sortant mon téléphone. Ne sois pas en colère contre le garçon. Je n'ai pas répondu à ça. Le répartiteur a décroché à la 2e sonnerie et j'ai donné notre adresse d'une voix calme que j'avais perfectionnée en 40 ans de travail avec des entrepreneurs et des clients. Mes mains sont restées stables. Le reste viendrait plus tard. Les ambulanciers sont arrivés en 14 minutes. J'ai ouvert la porte à 2 femmes qui se déplaçaient avec une efficacité professionnelle, posant des questions tout en travaillant. Depuis combien de temps était-elle sans liquide? Avait-elle des problèmes de santé? Où était son aide-soignant? Mon fils, ai-je dit en les regardant vérifier les signes vitaux d'Hélène. Il était censé être ici. Elles ont échangé un regard que j'avais déjà vu dans d'autres contextes. Le genre de regard qui dit tout sans rien dire. Elle aurait pu. A commencé la plus jeune, puis elle s'est arrêtée. Nous devons la transporter. Je vous suis, ai-je dit. Après qu'elle l'ait emmenée, je suis resté dans la chambre vide, regardant l'épreuve. Des flacons de médicaments non ouverts alignés sur la table de chevet. Un verre juste hors de portée. Le fauteuil roulant, délibérément placé à distance.
J'ai ensuite vérifié la chambre de Chester. Des vêtements éparpillés sur le sol, des tiroirs ouverts, des cintres vides. Le passeport qui se trouvait habituellement dans le tiroir de son bureau avait disparu. Je le savais parce que je l'avais vu là la semaine dernière en empruntant son imprimante. La porte d'entrée s'est ouverte alors que je revenais dans le couloir. C'était Madame Patterson, la voisine, portant un plat à gratin enveloppé de papier d'aluminium. « Simon, vous êtes de retour. Comment va le genou? Avez-vous vu Chester ?» Elle a cligné des yeux à ma question, surprise par quelque chose dans mon ton. Mardi matin, très tôt. Il avait de grosses valises. Il a dit quelque chose comme enfin une pause. Elle a souri, incertaine. Il avait l'air heureux. Mardi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Merci de prendre des nouvelles. J'ai pris le plat et j'ai fermé la porte avec un contrôle prudent. Dans la cuisine, j'ai trouvé des boîtes de plats à emporter dans la poubelle. De la nourriture chinoise. Pour une seule personne. Chester avait mangé avant de partir, un mardi matin. Il s'était nourri, avait fait ses valises et était parti pendant que sa mère dormait. Mon téléphone pesait lourd dans ma poche. Je l'ai sorti, j'ai ouvert le navigateur, et je suis allé sur le profil de Chester. La page a mis du temps à charger, et pendant un instant, j'ai presque espéré qu'elle ne chargerait pas du tout. Puis les images sont apparues. Un soleil éclatant, une eau turquoise, un verre à cocktail embué de condensation. Le sourire de Chester, large et insouciant, des lunettes de soleil relevées sur sa tête. La localisation indiquait Barcelone. La publication datait de 2 heures. J'ai fait défiler jusqu'à la légende. Enfin, une semaine sans les vieux pathétiques. Les mots étaient là, sur l'écran, preuve en pixels de quelque chose que j'avais peut-être toujours su mais que je ne m'étais jamais permis de voir. Mon fils, mon unique enfant, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo et que j'avais aidé à l'université, qui était revenu à la maison il y a 5 ans après la faillite de sa start-up technologique, qui avait promis de s'occuper de sa mère pendant que je me remettais de mon opération. Vieux pathétique. J'ai pris une capture d'écran, une habitude de mes années à documenter des plans d'architecture et des contrats de clients. Des preuves. Puis j'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine, face cachée, avec le genre de précision qui vient quand on ne fait pas confiance à ce que ses mains pourraient faire si on n'y prend pas garde. La maison s'est installée autour de moi, silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Quelque part en Espagne, Chester buvait des cocktails coûteux et riait de sa semaine de liberté. Ici, sa mère était dans une ambulance, soignée pour une déshydratation qui aurait pu la tuer. Aurait pu. J'ai prononcé les mots à voix haute, pour les tester. Aurait pu la tuer. L'architecte en moi avait toujours compris les structures, les murs porteurs, la façon dont un seul point de défaillance pouvait tout faire s'effondrer. J'avais passé ma carrière à m'assurer que les bâtiments ne s'effondraient pas, que les fondations tenaient bon, que les gens étaient en sécurité à l'intérieur des murs que j'avais conçus. Chester avait voulu une pause du fardeau des soins. Il avait voulu être libre de ses obligations, du poids de parents âgés qui le ralentissaient et lui rappelaient la mortalité et la responsabilité. J'ai posé le téléphone avec précaution, très prudemment. Mes mains ne tremblaient plus. Le café de l'hôpital était horrible et déjà froid quand j'ai fini par boire les 2 tasses. J'en avais acheté 2 ce matin-là, un pour Hélène, un pour moi, mais elle dormait quand je suis arrivé, et l'infirmière m'a dit de la laisser se reposer. Alors je me suis assis dans le couloir près de sa chambre, regardant la lumière du matin entrer par les hautes fenêtres, et j'ai bu les 2 tasses pendant qu'elle passait de tiède à froide, amère, comme la clarté qui s'était installée en moi vers 3 heures du matin. J'avais passé la nuit sur une chaise à côté du lit d'Hélène, écoutant les machines biper et regardant les fluides s'égoutter par des tubes dans son bras. Le médecin a dit qu'elle irait bien. Déshydratée, épuisée, avec des premiers signes d'escarre, mais qu'elle irait bien. Un jour de plus et le résultat aurait pu être différent. Aurait pu être. Vers 8 heures, les yeux d'Hélène se sont ouverts. Elle m'a regardé et j'ai vu la reconnaissance passer de la confusion à la compréhension. Elle savait que je savais. La vérité était assise entre nous comme une 3e personne dans la pièce. « Tu as vu sa publication ?» a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Il ne le pensait pas. Il est jeune, frustré. Nous sommes. Elle a dégluti et j'ai versé de l'eau fraîche dans sa tasse, la tenant pendant qu'elle sirotait. Nous sommes difficiles.
Tu as failli mourir, Hélène. Mais ce n'est pas le cas. Et il est toujours notre fils. Repose-toi, ai-je dit en lui serrant la main. S'il te plaît, repose-toi. Elle a étudié mon visage, cherchant quelque chose. Quoi qu'elle y ait trouvé, cela l'a poussée à refermer les yeux. Je suis resté 1 heure de plus, puis j'ai dit à l'infirmière que je reviendrai plus tard. Le trajet jusqu'à la maison a duré 20 minutes. Mon genou s'est plaint lorsque j'ai actionné les pédales, mais la douleur semblait distante, gérable. Tout semblait gérable maintenant, d'une manière que ce n'était pas le cas il y a 12 heures. Je suis entré dans l'allée et j'ai remarqué que la voiture de Chester était toujours dans le garage. Bien sûr, il avait pris un Uber pour l'aéroport. Efficace. Le genre de planification qui mène à une évasion réussie. À l'intérieur, la maison semblait différente à la lumière du jour. J'avais été trop concentré sur la recherche d'Hélène la veille pour remarquer les petits détails. Maintenant, je les voyais. Une tasse de café dans l'évier, le chargeur de l'ordinateur portable de Chester toujours branché dans la prise de la cuisine, son sweat à capuche préféré drapé sur une chaise. Et puis j'ai entendu le réfrigérateur se fermer. Je me suis retourné. Une femme se tenait dans ma cuisine, tenant un yaourt et l'une des bonnes cuillères en argent d'Hélène. La trentaine, cheveux noirs, portant un vieux sweatshirt d'université de Chester comme s'il lui appartenait. « Oh, dit-elle, sans paraître particulièrement surprise. Vous êtes de retour. Hélène va bien ? Il m'a fallu un moment pour la reconnaître. Stéphanie, la petite amie de Chester. Non, sa fiancée maintenant, n'est-ce pas ? Il l'avait mentionné quelques fois, généralement quand il avait besoin d'argent pour un dîner ou des billets de concert. Pourquoi êtes-vous dans ma maison ? Elle a haussé un sourcil, portant le yaourt à sa bouche avec la cuillère en argent d'Hélène. La maison de Chester. Techniquement. Éventuellement. Elle a ri, un rire bref sans beaucoup d'humour. Je reste dans la chambre d'amis. Il a dit que c'était bon. Il n'est pas encore propriétaire de cette maison. Elle a posé le yaourt, s'est appuyée contre le comptoir comme si elle l'avait fait 1000 fois. Mais nous savons tous les deux qu'il le sera. Les vieilles personnes ne vivent pas éternellement. Les mots flottaient dans l'air entre nous. J'avais passé 40 ans à négocier avec des entrepreneurs, à traiter avec des clients difficiles, à gérer des conflits avec le genre de professionnalisme calme qui maintenait les projets dans les délais. Cette formation a pris le dessus maintenant, lissant ma voix en quelque chose de plat et d'uniforme. Sortez. Faites-moi sortir. Elle a souri. Et ce n'était pas une expression agréable. Oh, attendez. Vous ne pouvez pas, Chester vit ici. Je suis son invité. C'est ma maison. Je l'ai construite. J'ai conçu chaque recoin. Et Chester est votre seul enfant, héritier, unique bénéficiaire. Il m'a tout raconté sur le testament. Elle a examiné ses ongles, l'air de rien. C'est mignon, vraiment. Vous laissez tout à la famille. Les choses changent. Pas les testaments, pas à votre âge. Trop compliqué. Trop cher. Elle a repris le yaourt. D'ailleurs, Chester a dit que vous étiez de la vieille école. Vous ne renieriez jamais votre propre fils. Je me suis dirigé prudemment vers le bureau, chaque pas mesuré. Vous seriez surpris de ce que je peux faire. Où allez-vous ? Dans mon bureau. N'hésitez pas à vous servir de la porte pour sortir. Derrière moi, je l'ai entendu rire de nouveau. J'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir et se fermer. Je l'ai entendu se déplacer dans ma maison comme si elle en avait tous les droits, comme si elle était déjà à elle. Dans le bureau, j'ai fermé la porte et je suis resté un moment, laissant ma respiration se calmer. Le coffre-fort était derrière la bibliothèque, caché dans une cavité que j'avais conçue dans le mur quand j'avais construit cet endroit. Seule Hélène et moi connaissions son existence. La combinaison était notre date de mariage, que Chester ne s'était jamais donné la peine de retenir. La porte s'est ouverte avec un clic silencieux. À l'intérieur, parmi d'autres documents, se trouvait le testament. Je l'avais rédigé il y a 15 ans, lorsque Chester avait obtenu son diplôme universitaire et que nous croyions encore qu'il ferait quelque chose de sa vie. Tout était partagé entre Hélène et Chester, Chester héritant de la maison lorsque nous serions tous les deux partis. Je l'ai sorti, je l'ai porté jusqu'au bureau, je l'ai posé à plat sous la lampe à abat-jour vert. Le papier avait l'air officiel et permanent.
Tous ces mots juridiques organisant nos vies en catégories et clauses nettes. Unique bénéficiaire. J'ai laissé le testament sur le bureau et j'ai sorti mon téléphone. Angela a été mon avocate depuis 20 ans, s'occupant de tout, des contrats commerciaux à la planification successorale. Son numéro était dans mes contacts sous « juridique ». Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Simon, est-ce que tout va bien ?» Il est tard. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 19h30, pas tard, mais plus tard que d'habitude pour mes appels. J'ai besoin de changer mon testament. Complètement. Retirer mon fils. Silence à l'autre bout du fil. Le genre de silence qui signifie que quelqu'un recalcule. C'est important. Est-ce que ça peut attendre les heures de bureau normales? Non. Demain matin, premier rendez-vous. C'est urgent. Une autre pause. Quand Angela a repris la parole, sa voix avait changé de registre. Celui qu'elle utilisait pour les affaires juridiques sérieuses. Compris. 9h, mon bureau. Apporter les documents actuels et une pièce d'identité. J'y serai. Simon, a-t-elle dit, et quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. Ce genre de changement, êtes-vous certain? Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité de mon bureau, le testament toujours sur le bureau devant moi, les mouvements de Stéphanie audibles quelque part dans ma maison. Ce document représentait 40 ans à construire quelque chose, à croire que la famille signifiait protection et continuité. Chester avait été le fondement de cette croyance. Les fondations pouvaient être reconstruites. Je l'avais déjà fait avec des bâtiments qui avaient besoin d'être sauvés. On expose les dégâts, on coupe ce qui est pourri, et on coule du nouveau béton. D'ici demain à la même heure, ce bout de papier ne signifierait plus rien. Et Chester, il avait enfin eu sa pause. Définitive. La salle d'attente d'Angela ressentait le cuir et le vieil argent. J'étais assis dans l'un de ces fauteuils coûteux qui vous faisaient sentir important, ou du moins que vos problèmes valaient des solutions coûteuses. À travers la porte vitrée, je pouvais voir le bureau en acajou d'Angela. Les murs étaient tapissés de textes juridiques qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'étais arrivé 15 minutes en avance. L'enveloppe en manille sur mes genoux contenait tout. Des captures d'écran imprimées en couleur. Le résumé de sortie de l'hôpital d'Hélène. L'Ancien Testament avec le nom de Chester surligné comme unique bénéficiaire. Mon genou me lançait. Un rappel sourd d'une opération qui semblait s'être produite il y a des mois au lieu de quelques jours. La réceptionniste m'a souri par-dessus son ordinateur. Elle est prête à vous recevoir, monsieur Watkin. Le bureau d'Angela était exactement ce à quoi je m'attendais, professionnel, efficace, le genre d'endroit où les choses sérieuses se font. Elle s'est levée à mon entrée, m'a serré la main avec juste ce qu'il fallait de fermeté. Simon, veuillez vous asseoir. Elle a désigné une chaise en face de son bureau. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Commencez par votre retour à la maison. J'ai disposé les documents sur son bureau par ordre chronologique. La chronologie d'abord, les dossiers médicaux ensuite, les preuves des réseaux sociaux en dernier. L'architecte en moi ne pouvait s'empêcher d'organiser les choses logiquement, même lorsque le contenu me retournait l'estomac. J'ai trouvé ma femme mourante. Mon fils était à Barcelone en train de publier des photos de vacances. Angela a pris les captures d'écran imprimées, les a étudiées avec l'expression neutre que les avocats perfectionnent au fil des années à entendre des choses terribles. C'est remarquablement insensible. C'est mon fils, ou ce qu'il est devenu. J'ai tapoté le résumé de l'hôpital. Elle est restée seule pendant 3 jours. Sans eau, sans médicaments. Elle aurait pu mourir. Mais ce n'est pas le cas. Pas grâce à Chester. Angela a posé les papiers, a croisé les mains sur le bureau. Vous voulez le retirer de votre testament? Je peux le faire. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer quelque chose de mieux. Pendant l'heure qui a suivi, elle m'a expliqué le droit des successions de la Floride. De simples modifications de testament, a-t-elle expliqué, pouvaient être contestées après le décès. Des héritiers mécontents pouvaient bloquer les successions pendant des années, surtout s'ils invoquaient une influence indue ou une incompétence mentale. Quelle est la différence entre changer le testament et créer cette fiducie que vous décrivez? Un testament peut être contesté pendant des années. Une fiducie est immédiate, d'effet irrévocable.
Elle a rapproché un bloc-notes, a esquissé un schéma simple. Vous transférez les actifs maintenant, vous les contrôlez de votre vivant, et vous désignez des bénéficiaires qui reçoivent tout automatiquement au décès. Pas de procédure de succession, pas de période de contestation. Il ne peut pas contester ce qui est déjà fait. J'ai pris des notes, traitant cela comme un projet de construction. Décision structurelle, intégrité de la structure, stabilité à long terme. Votre patrimoine total, a-t-elle consulté les documents que j'avais apportés? Environ 1,2 million. Vous transférez tout à la fondation pour la CEP, tout. La maison que j'ai conçue, chaque dollar que j'ai économisé. Chester n'aura rien. Angela s'est penchée en arrière et, pour la première fois, son masque professionnel s'est légèrement fissuré. Simon, je dois vous demander. Y a-t-il une chance que vous vous réconciliez? C'est permanent en effet, même si c'est légalement révocable. Il a laissé sa mère mourir seule. C'est permanent aussi. Elle a hoché la tête lentement. Compris. Procédons. La préparation des documents a duré jusqu'à la fin de l'après-midi. Angela avait des modèles, mais chaque clause nécessitait une personnalisation. Description des actifs, désignation des fiduciaires, détail des bénéficiaires. J'ai lu chaque paragraphe avant de parapher. J'ai utilisé mon stylo de dessin d'architecte, celui que j'avais utilisé pour signer les plans finaux de la maison il y a 40 ans. Combien de temps cela prend-il? Nous pouvons avoir les documents prêts aujourd'hui, notariés demain, effectifs immédiatement. Faites-le. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau de notaire de Milton Willis, de l'autre côté de la ville. Milton était plus âgé que moi, retraité d'une longue carrière en droit immobilier, et j'avais travaillé avec lui sur plusieurs projets architecturaux des décennies auparavant. Simon. Il m'a serré la main avec précaution, en regardant ma canne. J'ai entendu pour Hélène. Comment va-t-elle? Mieux maintenant. Elle est à la maison. Bien. Bien. Il a désigné les documents qu'Angela avait envoyés par coursier. Rendons cela officiel. Le processus de notarisation était méthodique. Vérification des signatures, déclaration des témoins, tampons officiels qui rendaient tout réel d'une manière que les signatures seules ne pouvaient pas faire. Chaque page a reçu son sceau, sa preuve de légitimité. En fin d'après-midi, j'étais de retour au bureau d'Angela. Les documents étaient sur son bureau, complets et contraignants. Ces documents sont actifs maintenant. Angela a ouvert son programme de messagerie. Voulez-vous que Chester soit informé, ou devrions-nous attendre? Informez-le immédiatement. Il est encore en Espagne. Cela mettra fin à ses vacances de manière assez abrupte. Bien. Il a mis fin à la vie d'Hélène de manière abrupte. C'est juste. Angela a tapé avec une efficacité professionnelle, joignant la documentation complète de la fiducie. Notification officielle avec documentation complète. Il aura tout. Liste d'actifs, désignation du bénéficiaire, langage juridique expliquant son retrait. Assurez-vous qu'il comprenne que ce n'est pas une menace. C'est fait. Elle a relu l'email une fois, puis m'a regardé. Dernière chance de changer d'avis. Envoyez-le. Son doigt a plané sur le bouton un instant, puis a cliqué. L'écran a montré l'animation d'envoi. Cette petite barre de progression qui semblait à la fois trop rapide et trop lente. C'est fait. Angela a fermé son ordinateur portable. Il l'aura d'ici quelques minutes. Je suis resté assis là, regardant la lumière de l'après-midi filtrer à travers les fenêtres de son bureau, et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas la paix, cela viendrait plus tard, si jamais cela venait, mais la certitude. Le premier vrai coup dans un jeu que je n'avais pas choisi de jouer, mais que je finirais selon mes propres termes. Merci, Angela. Je ne fais que mon travail. Elle s'est levée, m'a accompagné jusqu'à la porte. Simon, Chester va mal réagir. Soyez prêts pour ça. Je sais. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je comptais dessus. Le téléphone a commencé à sonner 1 heure plus tard. J'étais à la maison, assis dans mon bureau avec un verre d'eau, pas de whisky, cependant. La bouteille était sur l'étagère où je pouvais la voir. La discipline comptait plus que le confort maintenant. Le nom de Chester s'est allumé sur l'écran. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale se déclenche. 30 secondes plus tard, il a sonné à nouveau, puis encore.
27 appels. J'ai compté chacun d'entre eux. Les messages vocaux ont commencé vers le 5e appel. La progression de savoir raconter l'histoire mieux que n'importe quel mot. Premier message, confusion, cherchant des éclaircissements. Papa, j'ai reçu cet email bizarre de ton avocate. Rappelle-moi. Au 10e message, la colère perçait. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas tout donner comme ça. Je suis ton fils. Message 15. Le désespoir s'insinuait. Tu fais une énorme erreur. Stéphanie parla des avocats. Tu ne peux pas simplement voler mon héritage. Je les ai tous écoutés en regardant le coucher de soleil par la fenêtre de mon bureau. Chaque message, une nouvelle preuve. Une nouvelle démonstration de qui était vraiment Chester quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Les SMS sont venus ensuite. Stéphanie s'y est mise. Ces messages plus courts, plus en colère. Tu es un vieil homme cruel. Cette maison appartient à Chester. Nous allons nous battre. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau et je suis allé préparer le dîner. Hélène est rentrée à la maison le lendemain matin. J'avais engagé Maria, une aide-soignante professionnelle avec 12 ans d'expérience avec les patients atteints de CEP. Elle est arrivée à 8 heures, portant un sac médical et une aura de calme compétent qui a immédiatement rendu la maison différente. Maria, voici Hélène, ma femme. Elle a besoin de ses médicaments à 14 heures, 18 heures et 22 heures. Son dossier est sur la table de chevet. Je travaille avec des patients atteints de CEP depuis 12 ans, monsieur Watkin. Elle est entre de bonnes mains. Hélène a levé les yeux du lit, sa voix encore faible, mais plus claire qu'auparavant. Est-ce que Chester passe aujourd'hui? La question a atterri dans ma poitrine comme un poids. Il voyage. Il passera quand il pourra. Maria aperçut la tension dans ma non-réponse, a adressé à Hélène un sourire doux. Mettons-vous à l'aise, Hélène. Pouvez-vous me parler de votre programme de médicaments? Je les ai laissés et je suis retourné au bureau. L'attente était la partie la plus difficile. Je savais que Chester viendrait. Vol d'urgence de Barcelone à Tampa, puis la route jusqu'à Sarasota. Coûteux, de dernière minute, anéantissant probablement le peu d'argent qui lui restait. Cette pensée ne me dérangeait pas du tout. Il est arrivé le 6e soir, juste après 19 heures. J'ai entendu la portière de la voiture claquer, puis sa clé dans la serrure. Il avait toujours sa clé, toujours l'accès, mais pas la propriété. L'ironie ne m'a pas échappé. Où es-tu? Sa voix a résonné dans la maison. Papa? Je me tenais dans le salon, positionné soigneusement pour que mon dos soit tourné vers le couloir, pas vers le mur. L'espace physique comptait dans les confrontations. Tu es rentré tôt. Barcelone ne te convenait pas? Il est apparu dans l'embrasure de la porte. Plus de 10 heures d'avion se lisaient dans chaque détail. Yeux injectés de sang, vêtements froissés, cheveux non lavés et tirés en une queue de cheval négligée. Stéphanie le suivait un pas derrière, l'air incertain pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Ne fais pas ça. La voix de Chester tremblait. N'ose pas plaisanter. Que as-tu fait? La fiducie, la fondation, tout a des œuvres de charité? J'ai pris des dispositions pour ma succession. C'est ce que font les adultes. Ta succession? C'est mon héritage. Tu ne peux pas tout donner. En fait, si. Et je l'ai fait. J'ai gardé ma voix égale, presque conversationnelle. Le calme semblait l'enrager plus que des cris ne l'auraient fait. C'est à cause de maman. Elle va bien. Elle est à la maison maintenant, non? Pas grâce à toi. Tu l'as laissée pour morte. Ce n'est pas vrai. Ce n'était que quelques jours. J'avais besoin d'une pause. Le mot « pause » a touché quelque chose de froid dans ma poitrine. Tu avais besoin d'une pause. Elle avait besoin d'eau, de nourriture, de ses médicaments. Qu'est-ce qui comptait le plus? Chester s'est avancé, les mains gesticulant sauvagement. Papa, je suis désolé. Je ferai mieux. Annule tout, s'il te plaît. On peut arranger ça. Tu as perdu le droit de m'appeler papa quand tu as publié cette photo. Vieux pathétique. Tu te souviens? Stéphanie s'est approchée de lui. Il ne le pensait pas comme ça. Je l'ai regardé directement pour la première fois depuis leur arrivée. Vous m'avez dit que cette maison serait bientôt à vous.
Le pensiez-vous? Elle est devenue silencieuse. Le désespoir de Chester s'est transformé en quelque chose de plus dur. Je vais te poursuivre. Je vais contester. Tu es vieux. Tu prenais des analgésiques après l'opération. La fiducie a été créée 4 jours après mon opération. J'étais pleinement lucide. 2 avocats et un notaire en témoigneront. Il doit y avoir quelque chose. Influence indue. Coercition. Essai. Je me suis assis dans mon fauteuil, le laissant debout pendant que j'étais assis. Une autre position de pouvoir, un autre message subtil. Dépense le peu d'argent qu'il te reste en avocat. La loi est claire. La propriété est à moi et j'en dispose comme je l'entends. Je suis ton fils. Les mots sont sortis presque comme une plainte. Non. Tu es quelqu'un qui partage mon ADN. Un fils aurait pris des nouvelles de sa mère. Chester s'était lancé en avant, le doigt pointé vers ma poitrine. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas sourcillé. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Maria depuis la chambre d'Hélène, inquiète et professionnelle. Monsieur Watkin, est-ce que tout va bien? J'ai gardé les yeux sur Chester. Tout va bien, Maria, ai-je répondu. Puis, plus bas, juste pour Chester, tu devrais partir maintenant, avant de faire quelque chose que tu regretteras encore plus que Barcelone. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin dans le silence, rompu seulement par les mouvements discrets de Maria dans la chambre d'Hélène. La confrontation avec Chester semblait appartenir à une autre vie, bien que cela fasse moins de 12 heures. Je me tenais dans la cuisine, le café refroidissant dans la tasse que j'avais oublié de boire, et j'ai compris ce que le silence signifiait. Chester et Stéphanie étaient toujours là, dormant encore dans la chambre d'amis. Ils n'étaient pas partis. Ils n'allaient pas partir. Cela allait être un siège. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées selon une sorte de chorégraphie toxique. Nous nous évitions mais partagions le même espace. Nous nous croisions dans les couloirs sans parler, nous nous entendions à travers les murs. Nous ne pouvions pas nous échapper. Chester passait des appels depuis la chambre d'amis, sa voix montant et descendant de frustration. J'entendais des bribes à travers les murs fins, des mots comme « influence indue » et « capacité diminuée » et « il doit y avoir quelque chose ». Un après-midi, j'ai entendu un téléphone heurter le mur. Puis la voix rauque de Chester, inutile, tous. Stéphanie mettait de la musique forte, laissait de la vaisselle dans l'évier, traînait de la boue sur les sols qu'Hélène avait gardés impeccables. Une guerre passive-agressive, le genre qu'on ne peut pas vraiment dénoncer mais qui vous ronge. Je me suis concentré sur Hélène, passant des heures dans sa chambre pendant que Maria travaillait, lui lisant des extraits de vieux journaux d'architecture dont elle se moquait autrefois. Toujours aussi ennuyeux après toutes ces années, disait-elle quand elle le pouvait encore. Maintenant, elle restait là, les yeux fermés, la respiration courte. Maria m'a pris à part un matin à la mi-février. Ses signes vitaux sont stables, mais elle s'éteint. Ce n'est pas spectaculaire, juste progressif. Je le savais. Je le savais depuis des jours, peut-être des semaines. La façon dont Hélène me serrait la main avait changé. Moins de force, plus de désespoir, comme si elle essayait de s'accrocher à quelque chose qui lui échappait. Simon, sa voix était à peine un murmure un soir. Je suis là, juste là. Chester. Ne sois pas trop dur. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Repose-toi maintenant. Tout est réglé. Ses doigts se sont resserrés faiblement autour des miens. Je t'aime, pour toujours. Pour toujours. Dors maintenant. Elle l'a fait. Pendant les 2 semaines suivantes, elle a dormi plus qu'elle n'était éveillée. Mangeait moins. Ne parlait plus du tout. Maria me tenait au courant quotidiennement avec les détails cliniques, mais je pouvais le voir par moi-même. Hélène partait, un souffle à la fois. Le 2 mars, en début de soirée. Maria est apparue à la porte de mon bureau. Simon, c'est le moment. Je l'ai suivie dans la chambre d'Hélène. Le changement dans sa respiration. J'en avais entendu parler, mais le vivre était différent. Courte, irrégulière, comme si son corps avait oublié le rythme. Je me suis assis à côté d'elle, je lui ai pris la main, et je lui ai parlé doucement de notre vie ensemble. La maison que j'avais conçue pour elle, la façon dont elle avait toujours su quand j'avais besoin de café. 42 ans de petits moments qui avaient construit quelque chose de plus grand que chacun de nous. Elle n'a pas répondu, n'a pas ouvert les yeux,
mais ses mains sont restées dans les miennes. Puis, sans drame ni allaitement, la respiration s'est arrêtée. Juste une immobilité progressive, puis le silence. Maria a vérifié son pouls, m'a regardé, a secoué la tête doucement. Je suis resté là 1 heure, tenant toujours la main d'Hélène, avant d'appeler les pompes funèbres. Chester et Stéphanie étaient quelque part dans la maison. J'avais entendu la télévision plus tôt. Je ne leur ai rien dit. Pas encore. Pas avant d'avoir fait les arrangements, choisi le cercueil, géré les détails avec la précision calme qu'Hélène aurait attendue. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Une petite cérémonie dans un établissement local. Juste l'espace, rien d'autre. 10 personnes y ont assisté, des voisins âgés, quelques anciens collègues d'Hélène, Maria. J'ai prononcé un bref éloge funèbre sur la force et la grâce d'Hélène. J'ai gardé mon sang-froid, car m'effondrer ne lui aurait pas rendu honneur. Chester est arrivé en retard, titubant à travers la porte, Stéphanie essayant de le soutenir. L'odeur m'a frappé avant que je ne le voie. Du parfum, qui ne parvenait pas à masquer l'alcool. Il m'a bousculé pour se diriger vers l'avant de la salle, s'est agrippé au pupitre pour garder l'équilibre, renversant un arrangement floral. C'était ma mère, la meilleure des femmes. Sa voix s'est brisée. Je l'aimais. Je me suis approché doucement, j'ai posé ma main sur son coude. Chester, ce n'est pas le moment. S'il te plaît, pars. Il s'est dégagé brusquement. Tu ne me donnes pas d'ordre. C'est ma mère. Et tu l'as laissée pour morte. Tout le monde ici le sait. Pars avec un peu de dignité. Tu l'as montée contre moi. Tu l'as empoisonnée. Je te le demande une dernière fois. Pars maintenant. Monsieur Patterson et un autre voisin s'avançaient déjà. Allons, mon garçon. Allons prendre l'air. Chester les a laissés le conduire dehors, protestant toujours. Stéphanie a suivi, sans regarder personne. La cérémonie a continué. Nous avons enterré Hélène sous les chênes qu'elle avait admirés. J'ai posé une seule rose sur le cercueil avant qu'il ne le descende. La semaine qui a suivi a semblé plus longue que les 2 semaines précédentes. Chester et Stéphanie m'évitaient encore plus, si c'était possible. J'ai vécu mon deuil en privé, assis dans la chambre vide d'Hélène, triant des photos avec un soin méthodique. Des versions jeunes de nous me regardaient, pleines d'espoir, de projets et de cette certitude naïve que la vie se passerait bien. J'ai mis les photos dans une boîte, je les fermais, et je les rangeais correctement. Puis je suis allé à mon bureau, j'ai sorti la carte de visite d'Angela et j'ai pris le téléphone. Angela a répondu à la 2e sonnerie. Simon, je suis tellement désolé pour Hélène. J'ai vu la notice nécrologique. Merci. J'apprécie. J'ai fait une pause, regardant la porte de la chambre d'amis au bout du couloir. J'ai besoin de votre aide pour autre chose maintenant. Chester et Stéphanie vivent toujours dans ma maison. Ils ne veulent pas partir. Depuis combien de temps? 3 semaines depuis la confrontation. 1 semaine depuis les funérailles d'Hélène. Des papiers ont bruissé à l'autre bout du fil. D'accord. La loi de la Floride est claire à ce sujet. Vous devez leur signifier un avis formel. 15 jours pour quitter les lieux. Après cela, s'ils refusent, nous engageons une procédure d'expulsion. Combien de temps jusqu'à ce qu'ils soient physiquement hors de ma maison? De manière réaliste, s'ils ne partent pas après l'ordonnance du tribunal, l'expulsion par le shérif prend quelques jours. 6 semaines au total à partir d'aujourd'hui. 6 semaines. 6 semaines de plus de bruit de pas au-dessus de ma tête, de silence hostile, de la musique de Stéphanie et de la consommation d'alcool nocturne de Chester. Alors, faisons les choses bien. Commencez les démarches. L'avis a été envoyé le 11 mars par courrier recommandé. Milton Willis s'est occupé de l'envoi. Tout était documenté, traçable, officiel. Chester l'a signé le 12. Je le sais parce que j'avais le numéro de suivi, je l'ai vu se mettre à jour en ligne. Livré, signature requise, reçu. Je l'ai entendu froisser l'avis, le jeter à travers la cuisine. M'expulser? Ta propre chair et ton propre sang? Je n'ai pas levé les yeux de mon journal. Ma chair et mon sang ont laissé leur mère pour morte. Les tribunaux ne se soucient pas de l'ADN. Où suis-je censé aller? Nous n'avons pas d'argent. Tu avais de l'argent pour Barcelone. Débrouille-toi.
Stéphanie a tenté la diplomatie pour la première fois depuis la mort d'Hélène. Simon, s'il vous plaît. Nous pouvons payer un loyer. Nous contribuerons. Non. Ce n'est pas négociable. Vous avez jusqu'au 26. J'ai marqué le calendrier dans mon bureau. Chaque jour, un petit X 14, 15, 16 mars. La maison semblait retenir son souffle, attendant. Ils ne sont pas partis. Le 26 mars est arrivé et reparti. J'ai pris des photos par la fenêtre de mon bureau. La voiture de Chester dans l'allée, les lumières allumées dans la chambre d'amis. De la documentation. Madame Patterson, la voisine, a signé une déclaration confirmant leur présence continue. J'ai appelé Angela le lendemain matin. Ils sont toujours là. Vous voulez engager la procédure judiciaire immédiatement. J'ai tout documenté. D'accord, je dépose la plainte demain matin. Vous devrez être présent à l'audience. Je ne manquerai ça pour rien au monde. La plainte a été déposée le 27 mars. L'audience a été fixée au 15 avril, dans 19 jours. La machine judiciaire s'était mise en marche, lente mais inexorable. Le 1er avril, un huissier s'est présenté à ma porte. Une femme professionnelle, avec un presse-papier et des documents juridiques. Est-ce que Chester Watkin est présent? Chambre d'amis, au bout du couloir. Elle a frappé. Chester a ouvert la porte, torse nu, confus. Elle lui a tendu les papiers. Vous avez été assigné. Bonne journée. Il est resté là, les tenant, les lisant, son visage passant par les étapes de l'incrédulité. Tu me poursuis vraiment en justice. Ton propre fils. Tu as fait ton choix à Barcelone. Je fais le mien maintenant. Maman aurait honte de toi. J'ai finalement levé les yeux du journal que je faisais semblant de lire. Ta mère m'a demandé de ne pas être trop dur avec toi, mais elle t'a aussi demandé de ne pas la laisser seule. Nous avons tous les deux rompu nos promesses. Il s'est retiré dans la chambre d'amis. J'ai entendu des voix s'élever, le ton frustré de Stéphanie, les réponses défensives de Chester. Le 5 avril, Angela a appelé. Vous avez été contre-attaqué. Chester prétend que vous étiez mentalement incompétent lorsque vous avez créé la fiducie. Je m'y attendais. Le désespoir rend les gens prévisibles. J'étais 4 jours après une opération. Remplacement du genou, anesthésie locale, quelques analgésiques légers. Étiez-vous diminué lors de notre réunion? Vous étiez là, l'étais-je? Vous étiez plus vif que la plupart de mes clients. Sa voix portait la certitude. Nous avons des témoins. Moi, Milton, mon assistante juridique, plus un horodatage vidéo de la sécurité du bureau vous montrant lucide et réfléchi. Donc, il ne peut pas gagner. Il peut essayer, mais c'est du désespoir, pas une stratégie juridique légitime. Ça échouera. La question est de savoir si vous voulez contre-attaquer pour litige abusif. J'y ai réfléchi. Plus de frais de justice pour Chester. Plus de pression, plus de conséquences. Voyons d'abord comment se déroule l'audience d'expulsion. D'accord. Commencez à rassembler toutes les pièces de documentation que vous avez. Dossiers médicaux, reçus de pharmacie, tout ce qui prouve que vous aviez les idées claires après l'opération. C'est déjà fait. J'avais des boîtes organisées par date dans mon bureau. Chaque ordonnance, chaque rendez-vous de suivi, chaque conversation lucide documentée dans les notes de soins de Maria. Bien sûr que vous l'avez fait. Angela a vraiment ri. Simon, nous allons enterrer cette plainte et ensuite nous allons l'enterrer dans cette audience d'expulsion. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. C'est le plan. La semaine précédant l'audience, je me tenais dans mon placard, choisissant un costume. Bleu marine, conservateur, respectueux. Pas pour Chester, pour la juge. Sur mon bureau se trouvaient 3 classeurs, déclarations de témoins, dossiers médicaux, documents chronologiques. Angela avait qualifié ma préparation d'excessive. Je l'avais appelée architecture. Chaque détail comptait dans la construction d'un dossier. Le 15 avril est arrivé avec le soleil de Floride et le genre de clarté qui rendait tout net. Le palais de justice du comté de Sarasota sentait le produit à polir et l'anxiété. Angela et moi sommes arrivés 30 minutes en avance. Chester et Stéphanie sont arrivés 12 minutes en retard, suivis d'un jeune avocat qui semblait tout juste sorti de l'école de droit. La juge Martinez était d'âge moyen,
efficace, le genre de personne qui avait entendu toutes les excuses 2 fois. Elle a lu rapidement les dossiers pendant que nous attendions. Monsieur Watkin, vous expulsez votre fils de votre maison. Pouvez-vous expliquer pourquoi? J'ai gardé ma voix égale. Votre honneur, Chester Watkin a abandonné sa mère alitée pour des vacances à l'étranger. Elle a failli mourir de négligence. Il n'est plus mon fils dans aucun sens significatif. L'avocat de Chester s'est levé rapidement. Objection. Non pertinent pour la procédure d'expulsion. Rejeté. La juge Martinez n'a pas levé les yeux des documents. Cela établit pourquoi il n'y a pas d'arrangement familial informel. Monsieur Watkin a le droit légal à sa propriété. Angela a présenté notre cas comme si elle construisait un mur, brique par brique. Récépissé de courrier recommandé. Documentation chronologique. Pas de contrat de location. Pas d'historique de paiement de loyer. L'avocat de Chester a essayé l'angle de la difficulté. Nulle part où aller. Différend familial, pas une affaire juridique. Mais cela a fait un flop face aux preuves. Le jugement a pris moins de 20 minutes. Chester Watkin doit quitter la propriété avant le 15 mai, soit 30 jours à compter d'aujourd'hui. Chester s'est levé d'un bond. C'est ma maison. Les yeux de la juge Martinez sont devenus froids. Monsieur, une autre explosion et je vous tiendrai pour outrage au tribunal. C'est ma salle d'audience. Il s'est assis. Je suis resté silencieux tout le temps, laissant la loi parler d'elle-même. L'audience sur la compétence a eu lieu une semaine plus tard, le 22 avril. Même palais de justice, salle différente, plus grande, plus formelle, enjeu plus élevé. L'avocat de Chester a présenté son cas en premier. Mon âge, 68 ans. Le moment de l'opération, 4 jours après. Les dossiers de médication montrant des ordonnances remplies. Puis Angela a commencé à tout démanteler. Dossiers médicaux, on ne m'avait prescrit que de légers analgésiques en vente libre, pas de narcotiques. L'affidavit du chirurgien, intervention mineure, anesthésie locale, aucune déficience cognitive attendue. Image de sécurité de l'immeuble de bureau d'Angela. Horodatage du 12 février, me montrant clairement articulé et déterminé, posant des questions détaillées, prenant des décisions spécifiques. Milton Willis a témoigné ensuite. Monsieur Willis, à votre avis professionnel, Simon Watkin était-il compétent lors de la signature des documents de fiducie? Absolument. La voix de Milton portait des décennies d'autorité. J'ai notarié des milliers de documents. Monsieur Watkin a compris chaque clause, a posé des questions spécifiques, a fait des choix délibérés. Compétence de manuel. L'avocat de Chester a essayé, mais il était 4 jours après l'opération. Un remplacement du genou avec anesthésie locale, pas une chirurgie du cerveau. Son esprit était parfaitement clair. Angela a témoigné en dernier, guidant le juge à travers chaque interaction que nous avions eue, mes instructions spécifiques, les questions que j'avais posées, les concepts juridiques que j'avais saisis immédiatement. Le juge Thompson, plus âgé que Martinez, plus formel, a tout examiné avec une attention particulière, puis a rendu son jugement. Ce tribunal ne trouve aucune preuve crédible de capacité diminuée. Le témoignage médical est clair. Intervention mineure, médication minimale, aucun impact cognitif. Les preuves vidéo montrent Monsieur Watkin articulé et déterminé. Plainte rejetée avec préjudice. Monsieur Chester Watkin est interdit de déposer à nouveau cette plainte. La tête de Chester est tombée dans ses mains. J'ai entendu un son, quelque chose entre un sanglot et un hoquet. Stéphanie a posé sa main sur son épaule. Je me suis levé, j'ai récupéré mon classeur et je suis sorti sans regarder en arrière. Début mai a vu leur dernier geste désespéré. J'avais installé des caméras de sécurité après le retour de Chester. Juste des modèles de base pour la sonnette, mais ils couvraient l'allée et la boîte aux lettres. Le 1er mai, je suis allé faire les courses. À mon retour, Madame Patterson m'a interpellé. Simon, j'ai vu Stéphanie près de votre boîte aux lettres tout à l'heure. On aurait dit qu'elle fouillait dans votre courrier. Je l'ai remerciée, je suis entré et j'ai visionné les images de sécurité. C'était là. Stéphanie regardant ma voiture partir, se dirigeant vers la boîte aux lettres, triant les enveloppes, regardant par-dessus son épaule à plusieurs reprises. Le 3 mai, j'ai appelé la ligne non urgente de la police. 2 agents sont arrivés cet après-midi-là. Je leur ai montré les images,
leur ai expliqué la situation. Ils ont interrogé Stéphanie pendant que Chester était sorti, apparemment pour un entretien d'embauche, bien que je doute que cela mène quelque part. Madame, pourquoi fouillez-vous dans cette boîte aux lettres? La voix de Stéphanie a vacillé. Je vérifiais si mon courrier était arrivé. Je suis ici temporairement. Avez-vous une résidence légale ici? Chester vit ici. Je suis avec Chester. Monsieur Watkin dit que Chester est en cours d'expulsion. Vous n'êtes pas censé toucher à ce courrier. Claire. Oui. Claire. Les agents ont rédigé un rapport. Ingérence dans le courrier fédéral. 18 USC 1708. Pas assez pour des poursuites pénales, mais assez pour un dossier officiel. Ils ont averti Stéphanie de ne plus toucher à la boîte aux lettres. J'ai classé le rapport de police dans mon classeur avec tout le reste. Les jours se sont écoulés jusqu'au 15 mai. L'atmosphère de la maison était passée de toxique à autre chose, une acceptation des faits. Chester restait principalement dans la chambre d'amis, parlant à peine. Stéphanie faisait ses cartons systématiquement, la réalité s'installant. Le 10 mai, un petit camion de déménagement est apparu dans l'allée. J'ai regardé depuis la fenêtre de mon bureau pendant qu'il chargeait des cartons et des meubles. Les meubles de Chester maintenant, je suppose. Tout ce qu'il avait acheté au fil des ans. Ils ont pris soin de ne rien prendre qui avait appartenu à Hélène. Le jour après le déménagement de Chester, je me suis assis dans mon bureau avec le rapport d'un détective privé. Je l'avais commandé en avril, pendant les batailles judiciaires. 800 $, de l'argent bien dépensé pour des informations que Chester ne savait pas que je recueillais. Le rapport était complet. La nouvelle adresse de Chester et Stéphanie. Un appartement d'une chambre à Northport, à 30 miles au sud. Quartier bon marché. Loyer mensuel, 1100 $. Le nouvel emploi de Stéphanie, vendeuse dans un grand magasin, 13 $ de l'heure. Statut professionnel de Chester, au chômage, en recherche d'emploi. Il y avait plus. La maison que j'avais donnée à Chester il y a 5 ans, celle qu'il avait perdue au profit d'un propriétaire nommé Herman Olsen lors d'une partie de poker. Le détective avait également retrouvé ça. Herman Olsen, 53 ans, joueur professionnel, possédait 6 propriétés locatives à Bradenton, vivait au 847 Palm Avenue. J'avais passé la semaine à planifier. Maintenant, le 20 mai, je me suis dirigé vers le nord, vers Bradenton. La maison d'Herman était belle. Style méditerranéen à 2 étages, jardin bien entretenu, voiture chère dans l'allée. Le genre de maison qui vient d'une entreprise prospère, légale ou non. Il a ouvert la porte lui-même. Un homme grand, solide, avec le genre de poignée de main qui signifie quelque chose. Monsieur Olsen, je suis Simon Watkin. Je crois que vous avez gagné une maison de mon fils lors d'une partie de poker. Il m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Entrez. Son salon était confortable, professionnel. J'ai remarqué la table de poker visible à travers une arche. Feutre vert, bon éclairage. C'est ici que Chester avait tout misé sur rien. Votre fils est un joueur de poker terrible, a dit Herman, en versant un café que je n'avais pas demandé. Le pire que j'ai vu. Il est terrible dans beaucoup de choses. Le poker n'est que l'une d'entre elles. Herman a souri légèrement. Je suppose que vous n'êtes pas ici pour de la sympathie. Je suis ici pour racheter la maison. Elle n'est pas à vendre. Bonne propriété, revenu locatif décent. J'ai sorti l'acte de propriété de ma mallette. Quand j'ai donné cette maison à Chester il y a 5 ans, il y avait une restriction sur l'acte. Aucun transfert pendant 10 ans sans mon consentement. L'expression d'Herman a changé. Je n'ai vu aucune restriction. Mon avocat a vérifié. Vérifié à nouveau. Section 4, clause B. C'est enregistré auprès du registre public du comté de Manatee depuis 2020. Il a pris le document, l'a lu attentivement, sa mâchoire s'est crispée. Ça dit. Vous dites que le transfert n'est pas valide? Je dis que vous détenez une propriété que vous ne possédez pas légalement, ce qui rend cette conversation très importante pour vous. Un long silence s'est installé entre nous. Je l'ai regardé calculer, comme le font les bons joueurs de poker. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi proposer de la racheter? Reprenez-la simplement par voie de justice. Je pourrais, mais un litige prend du temps, coûte de l'argent. Je vous offre une sortie propre.
320 000 $. Vous partez sans perte. J'ai payé plus que ça. La dette de Chester était de 360 000 et plus. La dette de Chester n'est pas mon problème. La valeur marchande actuelle est de 340 000 $. J'offre 320 000 $. C'est 20 000 $ sous la valeur. Prenez-le ou risquez de tout perdre au tribunal. Il s'est penché en arrière, m'étudiant avec un nouveau respect. Vous avez du cran, mon vieux. D'accord. 320 000 $. Clôture dans 2 semaines. Je vais demander à mon avocat de rédiger les papiers. Nous nous sommes à nouveau serré la main. Cette fois, c'était différent. 2 hommes qui comprenaient le jeu, même si nous avions été dans des camps opposés. Il a dit que cette maison était son avenir, a dit Herman en me raccompagnant à la porte. Il a tout misé sur une paire de 8. Ça ressemble à Chester, tout misé sur rien. Vous nettoyez ses dégâts. C'est dur. J'ai fini de nettoyer après lui. C'est la dernière fois. Je suis retourné à Sarasota avec les fenêtres baissées, l'air chaud de mai remplissant la voiture. L'avocat d'Herman contacterait Angela d'ici la fin de la semaine. 2 semaines plus tard, je serais propriétaire des 2 maisons, celle que j'avais construite et celle que j'avais stupidement donnée. Chester était à Northport, travaillant dans la vente au détail s'il avait trouvé quelque chose, vivant dans un appartement d'une chambre avec une petite amie qui cherchait déjà la sortie. Le rapport du détective avait inclus un détail que je n'attendais pas, Stéphanie au téléphone devant leur appartement, la voix haute, disant « Je ne peux pas faire ça éternellement ». Chester n'avait aucune idée de ce que je venais de faire. Aucune idée que j'avais récupéré ce qu'il avait perdu. Et il ne le saurait pas avant que je ne décide de le lui dire. Si je décidais de le lui dire. Cette incertitude, c'était une forme de justice en soi. Le bureau de l'avocat chargé de la clôture à Bradenton avait cette atmosphère polie et professionnelle où se déroulaient les transactions sérieuses. Le 31 mai. Herman Olsen était assis en face de moi. Nous étions tous les 2 flanqués d'avocats. Les documents ont glissé sur la table en acajou. Transfert de propriété, confirmation de virement, clé sur un petit anneau. 320 000 $ ont changé de mains électroniquement. Des chiffres sur un écran. La richesse redistribuée par des frappes de clavier. Herman a signé la dernière page, l'a poussée vers le notaire, puis m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Vous savez, je me sens mal pour votre fils d'avoir perdu cet endroit comme ça. Ne vous en faites pas. Il ne l'a pas perdu. Il l'a jeté. Il y a une différence. C'est juste. Herman s'est levé, m'a tendu la main. Vous avez joué intelligemment, proprement. J'aimerais que plus de gens règlent les choses comme ça. J'ai serré sa main fermement. Je ne règle pas les choses. Je corrige des erreurs. Les siennes et les miennes. L'erreur de lui avoir trop donné. L'erreur de penser qu'il l'avait mérité. Je suis retourné à Sarasota avec 2 jeux de clés, 2 titres de propriété. À la maison, j'ai placé les 2 titres dans mon coffre-fort, côte à côte. Une maison que j'avais construite de mes propres mains. Une maison que j'avais donnée sottement et que j'avais maintenant récupérée. Valeur combinée, plus d'1 million de $. Chester n'en avait aucune idée. Cette ignorance allait devenir utile. Le 5 juin, j'ai rencontré Angela dans son bureau. Une dernière action en justice, une dernière frappe psychologique. Elle a affiché les lois de la Floride sur son ordinateur. Dites-moi à quoi vous pensez. La loi sur l'obligation alimentaire filiale, 742 031. Les enfants adultes sont financièrement responsables des soins médicaux de leurs parents dans certaines circonstances. Angela s'est penchée en arrière, m'étudiant. Simon, cette plainte est faible. L'obligation alimentaire filiale en Floride est rarement appliquée. Les juges n'aiment pas ça. Vous avez payé volontairement les soins d'Hélène. Difficile de prouver la nécessité en vertu de la loi. Vous ne gagnerez probablement pas. Je n'ai pas besoin de gagner. J'ai besoin qu'il pense qu'il pourrait perdre. La compréhension a traversé son visage. Vous utilisez le système juridique comme une arme pour une guerre psychologique. J'utilise tous les outils disponibles, tout comme Chester a utilisé ma confiance lorsqu'il a abandonné sa mère. Elle a rédigé la lettre au cours de l'heure suivante. 47 000 $ de frais médicaux. Le salaire de l'infirmière Maria, les médicaments, l'équipement médical, les visites chez le médecin,
chaque reçu que j'avais gardé, chaque facture détaillée en langage juridique. Le non-respect de ce délai de 30 jours entraînera une action en justice devant le tribunal du comté de Sarasota. J'ai relu le projet 3 fois, j'ai apporté des modifications pour renforcer le ton menaçant, j'ai regardé Angela sceller l'enveloppe, apposer l'étiquette de courrier recommandé. La lettre est arrivée à l'appartement de Chester à Northport le 6 juin. Je n'avais pas besoin d'être là pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Le neveu de Madame Patterson, le propriétaire, a rapporté les faits saillants. Chester a reçu la lettre recommandée, a dû la signer, l'a ouverte en présence de Stéphanie. Le premier paragraphe l'informait que j'avais repris possession de la maison qu'il avait perdue au profit d'Herman Olsen. Le deuxième paragraphe exigeait 47 000 $ pour les soins médicaux d'Hélène en vertu de la loi sur l'obligation alimentaire filiale. Selon le récit du propriétaire, Chester a passé des appels frénétiques, à des services d'aide juridique, à des services de consultation gratuite. Les réponses qu'il a obtenues étaient des variantes du même thème. La loi existe. L'application est compliquée. Dépend des circonstances. Vous avez besoin d'un avocat. Un avocat. Il ne pouvait pas se le permettre. Ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas se permettre d'ignorer la plainte. La réponse de Stéphanie, telle que rapportée, je ne peux plus faire ça. C'est ta famille, ton bazar. Le 10 juin, en fin d'après-midi. J'étais dans mon bureau quand on a sonné à la porte. Par la fenêtre, j'ai vu Chester sur mon porche, plus mince, débraillé, épuisé d'une manière qui allait au-delà de la fatigue physique. J'ai ouvert la porte. Il se tenait là, les mains agitées, les épaules voûtées. « Papa, s'il te plaît, on peut parler ? S'il te plaît. » Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer. Nous sommes restés dans le salon. Je ne lui ai pas offert de siège. « Papa, je sais que j'ai merdé, gravement, mais j'essaie. Je travaille. Tu travailles parce que tu n'as pas le choix, pas parce que tu as changé. Ce n'est pas juste. Tu ne sais pas, je sais exactement qui tu es. Tu me l'as montré à Barcelone. Tu me l'as montré chaque jour où ta mère avait besoin de toi et où tu n'étais pas là. » Sa voix s'est brisée. Elle m'a pardonné. Avant de mourir, elle a dit. Elle m'a demandé de ne pas être trop dur avec toi. Je ne suis pas dur. Je suis juste. Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-moi quoi faire et je le ferai. Je travaillerai toute ma vie pour te rembourser. J'ai laissé le silence s'étirer, je l'ai regardé se tortiller, puis j'ai parlé avec le genre de finalité qui ferme les portes définitivement. Quand tu as laissé ta mère mourante pour prendre des vacances, tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. La maison que tu as perdue, je la possède maintenant. La dette que je réclame, c'est ton fardeau à porter, même si ce n'est que dans ta tête. Alors, c'est tout? Tu en as juste fini avec moi? J'en avais fini avec toi au moment où j'ai vu cette publication de Barcelone. Ceci n'est que de la paperasse. Tu es mon père. Et Hélène était ta mère. Tu te souviens de ce que tu lui as fait? Vis avec ça. Je dois le faire. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte. Chester est resté là un instant de plus, puis il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner dans une voiture qui aurait probablement dû être à la casse depuis des années. La semaine suivante a apporté des nouvelles par l'intermédiaire du neveu de Madame Patterson. Stéphanie a déménagé le 12 juin. Chester était seul maintenant, payant à peine son loyer. Il avait trouvé du travail, livreur pour Amazon, 16 $ de l'heure. Je me suis assis à mon bureau, j'ai rédigé un email à Angela. Retirer la plainte pour obligation alimentaire. Je n'avais jamais eu l'intention de la poursuivre. L'arme était la menace elle-même, pas l'action. Chester passerait des mois, peut-être des années, à attendre un procès qui n'arriverait jamais. Cette incertitude, cette peur, c'était le but. Début juillet, j'ai mis les 2 propriétés en vente. La maison que j'avais construite s'est vendue en 11 jours pour 675 000 $. La maison récupérée a mis 3 semaines, vendue pour 335 000 $. Plus d'1 million de dollars de transactions, gérées avec la même précision que j'avais apportée à des projets architecturaux des décennies auparavant. J'ai acheté un modeste appartement dans une résidence pour personnes âgées surplombant la baie de Sarasota. 2 chambres, des lignes épurées, plus d'espace que nécessaire. Il m'a coûté 245 000 $, laissant 765 000 $ des ventes immobilières.
combiné à mes économies, 520 000 dollars toujours sur des comptes, j'avais 1,285 millions de dollars, presque exactement ce que valait la succession avant que je ne la transfère à la fondation CEP. Angela m'a aidé à créer la fondation mémoriale Hélène Watkin. Constitution en société 501, C, 3, Conseil d'administration, mission axée sur la fourniture d'une aide infirmière à domicile pour les familles touchées par la CEP. Les démarches ont pris 6 semaines. À la mi-août, tout était officiel. Le 15 août, nous avons organisé une petite cérémonie. 40 personnes dans une salle de conférence du centre-ville, des voisins, les anciens collègues d'Hélène, Maria, des représentants des groupes de soutien locaux pour la CEP. Le Sarasota Herald Tribune a envoyé un journaliste. J'ai prononcé un bref discours sur la force d'Hélène, sa grâce face à la difficulté, sa conviction que les gens devaient s'entraider. J'ai annoncé que la fondation distribuerait des subventions immédiatement, 15 000 dollars chacune, aux familles éligibles ayant besoin d'un soutien infirmier à domicile. Les premières subventions ont été versées cette semaine-là. 3 familles, 45 000 dollars, permettant des soins qui faisaient la différence entre une prise en charge à domicile et un placement en institution. Madame Patterson a publié des photos de la cérémonie sur Facebook, a identifié la fondation, a ajouté des détails sur l'histoire d'Hélène, l'épouse dévouée, la maladie difficile, le mari qui avait honoré sa mémoire en aidant les autres. Chester l'a vu. Selon le propriétaire, il a vu les photos de la cérémonie, les annonces de subventions, la fondation portant le nom de sa mère, financée par la succession qu'il s'attendait à hériter. Il n'a pas appelé, ne s'est pas montré. Il a juste vu ça sur un écran, absorbant le bilan final de ce que ses choix lui avaient coûté. Le 1er août, Stéphanie a demandé le divorce en Floride. Sans faute, sans bien à partager, une dissolution rapide. 2 semaines plus tard, c'était finalisé. Chester a signé les papiers sans contester. Il n'avait plus rien pour quoi se battre, plus rien avec quoi se battre. Je passais mes journées à l'appartement à faire du bénévolat pour le travail administratif de la fondation, demande de subvention, entretien avec les familles, coordination avec les agences de soins infirmiers. Il s'est avéré que les compétences que j'avais développées en gérant des projets architecturaux se transposaient bien à la gestion d'opérations caritatives. Un soir de fin août, j'étais assis sur le balcon de mon appartement, regardant le soleil se coucher sur la baie de Sarasota. Le café refroidissait dans ma tasse, un jardin d'herbes aromatiques prospérait dans de petits pots le long de la balustrade. Des plaisirs simples, des plaisirs suffisants. La photo d'Hélène était sur la table d'appoint. Le jour de notre mariage, jeune et plein d'espoir. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé la baie, l'eau immense reflétant l'orange et l'or. La fondation continuerait après mon départ. Les membres du conseil étaient engagés, le financement sécurisé, la mission claire. Le nom d'Hélène aiderait des familles pendant des décennies. Cela comptait plus que n'importe quelle vengeance. Chester était à Nordport, effectuant une tournée de livraison, vivant seul dans un appartement d'une chambre. Il avait perdu son héritage, sa maison, sa femme, son père. Il avait gagné exactement ce que ses choix lui avaient valu. L'isolement et les conséquences. J'avais atteint ce que je m'étais fixé, la justice, pas la vengeance. Une punition proportionnelle au préjudice. Hélène honorée, non pas par l'amertume, mais par un but. Le soleil a touché l'horizon. La lumière se répandant sur l'eau en motif qui semblait délibéré mais n'était que physique et circonstance. Comme la justice, peut-être. La loi naturelle se déroulant au fil du temps. Je n'étais pas heureux. Hélène était toujours partie. Cette blessure ne guérirait jamais complètement. Mais j'étais en paix. Les comptes étaient équilibrés. L'architecture de la conséquence, correctement construite. Chester vivant avec ses choix. La mémoire d'Hélène vivant dans une action significative. J'ai fini mon café, je me suis levé, j'ai rentré la tasse. Demain, j'examinerai des demandes de subvention. La semaine prochaine, je rendrai visite à des familles qui avaient reçu de l'aide. Construire quelque chose de positif à partir des décombres que Chester avait créés. La différence entre nous, avais-je réalisé au cours de ces mois, n'était pas l'intelligence ou l'opportunité. C'était de comprendre que les actions ont un poids, que les choix résonnent, que la famille signifie plus que le sang. Cela signifie être présent quand quelqu'un a besoin de vous. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Chester n'a jamais appris ça. Peut-être ne le pourrait-il jamais.
J'avais cessé d'essayer de lui apprendre. Maintenant, je vivais simplement la leçon moi-même, en aidant des familles qui comprenaient ce qu'ils ne comprendraient jamais. Que s'occuper de quelqu'un n'est pas un fardeau. C'est un privilège. Et quand on y échoue, on perd plus que de l'argent ou des biens. On perd le droit de s'appeler une famille. La baie s'est assombrie alors que la nuit s'installait. Je me tenais à ma fenêtre, regardant l'eau, le ciel et les lumières d'une ville où j'avais passé ma vie à construire des choses. Des bâtiments, des relations, une réputation. Maintenant, une fondation qui me survivrait. Chester était quelque part là-bas dans l'obscurité, livrant des colis aux portes d'étrangers, comptant ses sous, dormant dans un appartement bon marché au mur assez fin pour entendre la vie des voisins continuer autour de lui. Seul avec ses choix. Je me suis détourné de la fenêtre, j'ai fermé les stores et je suis allé me coucher. Demain apporterait plus de demandes de subventions, plus de familles ayant besoin d'aide. Plus d'opportunités de transformer la souffrance d'Hélène en soulagement pour quelqu'un d'autre. Cette transformation, la tragédie en but, la douleur en aide. C'était l'architecture que j'avais construite depuis le début. Et contrairement à Chester, je l'avais construite pour durer. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.